Un vendredi soir d'octobre 1993, en Californie, 3 jeunes filles du secondaire organisent une petite fête. L'Halloween arrive à grands pas et elles veulent en profiter pour essayer des costumes. En l'espace de quelques secondes, le cours de leur vie va changer pour toujours. Le 1er octobre, à Petaluma en Californie, Polly Klaas et Gillian Pelham attendaient une copine devant la maison de Polly. Il était environ 20h30 lorsque Kate McLean arriva avec sa mère. Les 3 jeunes filles se promettaient beaucoup de plaisir. C'était un vendredi soir, il y avait des provisions de crème glacée et elles avaient l'intention de rester debout toute la nuit. Ce serait une vraie fête. Personne ne pouvait deviner qu'un danger les guettait. La porte de la chambre de Polly était fermée, mais les jeunes filles étaient très bruyantes. Vers 21h45, Eve Nicole, la mère de Polly, vint jeter un coup d'œil et demanda aux filles de faire moins de bruit. Elle avait une migraine et allait se coucher bientôt. La chambre d'Eve était juste en face de celle de sa fille. Elle se doutait bien que ces adolescentes de 12 ans oublieraient vite ce qu'elle leur avait demandé. Avant d'aller au lit, Yves prit donc un somnifère pour ne pas être troublé dans son sommeil. La petite fête se poursuivit encore 45 minutes avant que le cauchemar ne commence. Il était environ 22h30 lorsqu'un inconnu fit irruption dans la chambre de Polly. Au début, Kate et Gillian crurent qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais l'homme les menaça de son couteau en leur disant que si elles criaient, il n'hésiterait pas à leur trancher la gorge. Il les ligota et commença à leur poser des questions. Il voulait savoir laquelle des filles vivait là et qui d'autre se trouvait dans la maison. Polly lui répondit. Les jeunes filles étaient terrifiées et pleuraient. L'intrus les assura qu'il ne leur voulait aucun mal, simplement de l'argent. Toutefois, lorsque Polly l'informa qu'il y avait des billets dans un coffre à bijoux, il ne broncha pas. Il bâillonna les jeunes filles et se servit des têtes d'oreiller pour leur couvrir la tête. Il força Polly à se lever et ordonna aux 2 autres jeunes filles de compter jusqu'à 1000. Il leur promit que Polly serait de retour quand elles auraient terminé. Il disparut dans la nuit avec la jeune Polly. Kate et Gillian parvinrent à dénouer leurs liens et à réveiller la mère de Polly. Elles appelèrent des agents de la police de Petaluma qui furent vite sur les lieux. Les détectives examinèrent la chambre de Polly. La pièce était en désordre et témoignait du drame qui venait de s'y dérouler. Sur le sol,
ils trouvèrent les lanières de vêtements qui avaient servi à ligoter les jeunes filles. Les fils d'une console Nintendo avaient été coupés et la bandoulière d'un sac à main se trouvait par terre parmi des têtes d'oreiller. En apercevant la scène, le détective Mike Meese de la police de Petaluma n'était pas optimiste. J'étais dans l'embrasure de la porte de la chambre de Polly et je regardais les sacs d'indices que nous avions recueillis. Nous n'avions presque rien. J'ai regardé la moquette et j'ai dit à mon collègue Larry Pelham, « Prenons-la ». Il m'a demandé pourquoi et je lui ai répondu que je ne savais pas vraiment pourquoi, mais qu'il fallait la prendre parce que nous n'avions pas assez d'indices. Les policiers avaient besoin de toute l'aide possible. Heureusement, elle ne tarda pas à arriver. Peu après avoir reçu l'appel de la famille Klaas, le FBI offrit son expertise. Les agents du FBI arrivèrent à la résidence des Klaas vers minuit. Aux États-Unis, les enlèvements sont sous la responsabilité du FBI. Avec 800 cas par année, ces agents ne manquent pas de savoir-faire. L'agent spécial Ed Fryer était familier avec la région et il avait travaillé sur de nombreux cas d'enlèvement. Il fut nommé enquêteur en chef. Dès le départ, Fryer eut l'impression que cette enquête serait différente des autres. C'était évidemment un cas d'enlèvement par un inconnu. Le témoignage des deux fillettes était crédible. Or, les cas de ce genre sont les plus difficiles à résoudre, parce qu'il n'y a aucun lien entre l'auteur du crime et la victime ou sa famille. C'est un crime commis au hasard. La plupart des enlèvements impliquent des membres d'une même famille en mauvais termes. Dans ce cas-ci, Mark Klaas, le père de Polly, était séparé de sa femme, mais il fut rapidement éliminé de la liste des suspects. Les cas d'enlèvement par de parfaits inconnus sont très rares, et lorsque c'est le cas, les détectives ont peu de pistes à leur disposition. Cette fois-ci, cependant, ils avaient 2 témoins. On fit appel à un dessinateur du service de police de San Rafael. Pendant 2 heures, Gillian et Kate décrivirent le visage du ravisseur. Les 2 jeunes filles étaient encore en état de choc, mais elles parvinrent à donner une description valable. Au moins, les autorités avaient maintenant une bonne idée de ce dont le ravisseur avait l'air. À 4 heures du matin, Kate et Gillian furent conduites au poste de police. Le FBI envoya ensuite l'équipe d'experts judiciaires sur la scène du crime. Tony Maxwell menait l'équipe. En analysant plusieurs cas un peu partout aux États-Unis, nous avons constaté que lorsqu'une personne est kidnappée, surtout quand il s'agit d'un enfant, elle est généralement maltraitée au cours des 24 premières heures et tuée dès le lendemain ou le jour suivant. Le temps est donc un facteur très important. Dans ce genre d'enquête, les détectives doivent procéder très rapidement. L'équipe de scientifiques apporte son expertise sur la scène du crime. Son but est de trouver le plus d'indices possible. Pour ce faire, elle dispose du matériel le plus sophistiqué qui soit. Un petit rouleau électrostatique recueille les cheveux et les fibres à même le sol. On passe ensuite l'appareil sur une pellicule chargée d'électricité. Les débris adhèrent à la pellicule, qui est ensuite envoyée au laboratoire pour analyse. Le service de police avait déjà recueilli des empreintes digitales, mais n'avait rien obtenu de significatif. Les experts de Petaluma ne disposaient cependant pas d'équipement aussi performant que celui du FBI. Grâce à un produit fluorescent, un éclairage ultraviolet et des lunettes spéciales, on peut trouver de nombreux indices qui seraient autrement restés invisibles à l'œil nu. Les experts recueillirent une 50aine d'empreintes digitales qui avaient échappé aux policiers.
Mais même ces empreintes ne furent d'aucune utilité, puisqu'on découvrit qu'elles appartenaient toutes à des membres de la famille et à des amis. Après plusieurs heures de recherche, les experts découvrirent enfin quelque chose de prometteur. Une empreinte de paume de main inconnue. C'était vraisemblablement le premier indice important. Cette empreinte se trouvait sur un des barreaux du lit. Apparemment, le ravisseur s'y était appuyé l'espace d'une seconde pendant qu'il saisissait un objet. Grâce à l'éclairage ultraviolet et l'application de poudre fluorescente, nous avons pu la trouver, puis la recueillir et l'envoyer au laboratoire. À cette époque, la base de données d'empreintes digitales du FBI n'incluait pas encore les empreintes de paume de main. On ne pourrait donc pas s'en servir pour découvrir l'identité du ravisseur. On pourrait cependant la comparer lorsqu'on disposerait d'un suspect. L'agent spécial Mark Merchant du FBI nous explique. Souvent, les gens croient que lorsqu'on dispose d'une empreinte, on peut rapidement découvrir l'identité du criminel. Mais la réalité, c'est qu'on doit d'abord trouver un suspect et obtenir ses empreintes pour les comparer à celles dont nous disposons. Dès l'aube, plus d'une centaine d'agents ratissaient le quartier centimètre par centimètre. Ils étaient à la recherche du moindre indice qui les mettrait sur la piste de Polly et de son ravisseur. Suite à l'enlèvement de Polly Klaas, les détectives couvrirent le secteur où elle vivait par groupe de 2, demandant partout si quelqu'un avait aperçu quelque chose d'anormal au cours de la soirée. Ses voisins immédiats furent tous interrogés un à un. Plusieurs d'entre eux avaient vu un individu qui correspondait à la description donnée par les jeunes filles. En se rendant au club vidéo, le soir de l'enlèvement, vers 21h, Thomas George et ses amis avaient remarqué un inconnu debout devant la maison de Polly. Thomas connaissait bien les gens qui vivaient dans le secteur, mais il n'avait jamais vu cet homme auparavant. Quelques minutes plus tard, sur le chemin du retour, il avait remarqué que l'homme était toujours au même endroit. La description de Thomas correspondait à celle du suspect. Sean Bush jouait à un jeu vidéo avec ses copains qui habitaient dans un petit cottage juste derrière la maison de Polly. Il était environ 22h30 lorsque Sean avait jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il avait été surpris de voir un homme sur la galerie de la maison de Polly. L'homme semblait se diriger vers la porte arrière. Sa description correspondait également à celle du suspect. D'autres voisins avaient aussi aperçu l'homme étrange, mais malheureusement, aucun d'entre eux n'avait alerté la police. Comme nous l'explique Patrick Parks, le chef de police de Petaluma, c'était une véritable course contre la montre. Lorsque les enfants sont enlevés par des inconnus, aucun facteur n'est plus important que le temps. Il faut faire au plus vite. Et c'est pourquoi il est important d'affecter autant de personnel à l'affaire. La nouvelle doit circuler partout. On implique le plus grand nombre d'agences possible. On leur demande de s'occuper de l'affaire en priorité, en espérant que cela nous permettra de résoudre l'enquête avec succès. Le lendemain, les recherches pour retrouver Polly Klaas prirent des proportions jusqu'alors inégalées aux États-Unis. Un réseau de bénévoles fut mis sur pied pour aider les autorités. Pendant que des centaines de citoyens participaient aux recherches, d'autres distribuaient des photos à divers endroits de la ville. Au laboratoire judiciaire du FBI à Washington, l'expert légiste Chris Allen
analysait avec soin tous les éléments recueillis dans la maison de Polly. En dénouant les minces bandes de nylon qui avaient servi à ligoter les amis de Polly, j'ai remarqué qu'elles avaient toutes été déchirées. J'ai réussi à les remettre bout à bout, au point de pouvoir établir qu'elles venaient toutes d'une même pièce de tissu, probablement une robe de nuit ou quelque chose du genre. D'autres indices recueillis dans la chambre grâce à l'appareil électrostatique étaient difficiles à identifier. Après un examen exhaustif et maintes comparaisons, Allen en conclut qu'il provenait de la moquette d'une automobile. L'examen d'échantillons de moquettes des voitures avec lesquelles la famille Klaas avait été en contact permit à Allen de déterminer que ces fibres provenaient vraisemblablement de la voiture du ravisseur. Un autre indice semblait provenir du suspect. Parmi les éléments prélevés dans la chambre de Polly avec l'aspirateur, j'ai découvert un cheveu brun foncé qui avait été arraché. Il y avait en effet dans ce cheveu un segment de racine de 3 ou 4 mm. Quand on arrache un cheveu d'un coup sec, on obtient alors des tissus humains qui proviennent du cuir chevelu. Si Polly avait arraché un cheveu de la tête du suspect, cela signifiait qu'elle s'était débattue. Malheureusement, même un cheveu qui contenait l'ADN du ravisseur ne mettait pas la police sur la piste d'un suspect. L'empreinte de paume de main recueillie sur le lit fut envoyée à Michael J. Smith, expert en dactyloscopie pour le FBI. Ce dernier examina l'empreinte au laser et constata qu'elle était assez nette pour qu'on puisse en tirer une photographie. Malheureusement, l'éclairage laser donnait une teinte orange à l'empreinte et Smith devait absolument en obtenir un exemplaire en noir sur fond blanc. Il demanda à la photographe d'inverser les couleurs afin que le résultat final soit semblable à celui des fiches d'empreinte digitale habituelles. Après quoi, l'empreinte était indélébile et pouvait être classée en attendant l'arrestation d'un suspect. Les détectives avaient recueilli des indices importants, mais ce n'était pas encore suffisant. Le temps filait et Polly Klaas n'avait pas encore été retrouvée. « 48 heures après l'enlèvement de Polly Klaas, son père, Mark, reçut un appel téléphonique. La voix semblait être celle de Polly. La jeune fille déclara à Mark Klaas qu'elle était dans une chambre d'hôtel et que son ravisseur était sorti pour un moment. Puis la communication fut interrompue. Il était encore permis d'être optimiste. Malheureusement, l'appel n'avait pas pu être retracé. Il fallait espérer que la jeune fille tenterait à nouveau de communiquer avec son père. La nouvelle de l'enlèvement se propagea rapidement. En seulement 2 jours, 50 000 photos furent distribuées. Les bénévoles mirent sur pied un centre d'opération pour mieux travailler en concertation avec la police et le FBI. Jamais la population ne s'était impliquée de façon aussi importante. Des bénévoles répondaient au téléphone 24 heures par jour pour recueillir la moindre information. Une copie de ces informations était relayée au bureau du FBI et à la police de Petaluma. Rapidement, le centre traita jusqu'à 60 000 appels. De ce nombre, les autorités obtinrent 12 000 pistes. Parmi elles, l'une semblait prometteuse. Lorsque Mark Klaas avait reçu l'appel de Polly, les agents du FBI avaient été pris de court. Si la jeune fille téléphonait à nouveau, il serait prêt. La jeune fille appela. Comme la première fois, la voix ressemblait à celle de Polly. Elle dut raccrocher rapidement.
Heureusement, elle était restée au bout du fil assez longtemps pour que l'appel soit retracé. L'appel provenait d'une maison située à 50 km de la maison de Polly. Le temps manquait pour réunir plusieurs agents. On confia la mission à quelques policiers seulement. Une fois sur les lieux, ils ne trouvèrent qu'une maison ordinaire. Il n'y avait aucune trace de Polly ni de son ravisseur. Les agents interrogèrent une des jeunes filles qui demeurait là. Cette dernière avoua qu'elle était celle qui avait fait les appels. Ses amis l'avaient mise au défi de faire croire qu'elle était Polly et elle avait accepté. Toute cette histoire n'était qu'une blague de très mauvais goût. Après une semaine d'enquête, il n'y avait eu qu'un seul signe de vie de Polly. Nous étions remplis d'espoir, convaincus que nous allions résoudre l'enquête et retrouver la jeune fille. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est produit. À la mi-octobre, Kate et Gillian furent convoqués au poste de police pour donner à nouveau une description de l'homme qui les avait ligotés. On confia la tâche de dresser le portrait à une experte en croquis judiciaire. Cette femme était reconnue pour mettre les témoins en confiance et obtenir une description très précise. Les deux jeunes filles étaient plus calmes que le soir de l'enlèvement et donnèrent beaucoup plus d'informations. Cette fois, le portrait était plus réaliste. On en distribua immédiatement de nouvelles copies. Il n'y avait pas une seconde à perdre. On peut classer les cas d'enlèvement par un inconnu en 3 catégories. Une fois sur 3, les enfants sont retrouvés en vie. Une autre fois sur 3, ils sont retrouvés morts. Quant au dernier tiers, nous ne les retrouvons jamais. Les policiers offrirent une récompense en échange du retour de Polly. Ils reçurent l'appel d'un homme demandant une rançon de 10 000 $. L'appel provenait d'un appartement de Petaluma. Cette fois-ci, une unité SWAT arriva sur les lieux en force. Il n'était pas question de perdre cette piste. Mais une fois encore, la police et la famille Klaas avaient été piégés. James Heard, 20 ans, fut arrêté pour tentative d'extorsion et pour avoir prétendu être le ravisseur. Son appel avait détruit le moral des troupes. La famille de Polly était particulièrement découragée. Une lettre des parents de Polly adressée au ravisseur fut publiée dans le San Francisco Examiner du 17 octobre. « Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous vous prions de nous retourner Polly. C'est chez elle ici. Elle nous manque beaucoup. L'étincelle dans ses yeux et son humour nous manquent. Nous aimerions revoir son merveilleux sourire et entendre sa voix. » Il s'adressait également à Polly. « Chérie, si tu peux lire ceci, sache que ta maman et ton papa t'aiment beaucoup et que nous allons continuer à te chercher jusqu'à ce que nous puissions te tenir à nouveau dans nos bras. » Je crois que je n'ai jamais perdu espoir. J'étais en contact étroit avec Mark Klaas, Yves et le reste de la famille. Et c'est une question qu'ils m'ont souvent posée. Je répondais « Non, nous n'avons pas perdu espoir. Et nous ne le perdrons pas non plus. » Partout au pays, la population souhaitait le retour de Polly. On installa des banderoles et on organisa une manifestation silencieuse. On espérait que Polly rentrerait bientôt chez elle, saine et sauve.
Le 28 novembre 1993, soit 2 mois après l'enlèvement de Polly Klaas, les autorités obtinrent leur première piste importante. À Sonoma, le shérif adjoint fut dépêché à la résidence de Dana Jaffe. La maison se trouvait au bout d'un long chemin qui donnait sur Pityan Road. En se promenant sur sa propriété, Dana avait remarqué quelque chose d'étrange. Elle crut que cela pouvait intéresser la police. Elle conduisit le shérif adjoint à travers un bois et dense jusqu'à une clairière. C'était à quelques mètres seulement du chemin qui menait à sa maison. Éparpillés à travers les arbres, se trouvaient des objets plutôt incongrus. Il y avait un grand morceau de soie qui semblait avoir servi de capuchon et quelques bandes de ruban adhésifs. Également, elle avait trouvé des collants noués. Elle avait remarqué la présence de cheveux dans le nœud des collants. Il y avait d'autres rebuts tout autour. Puis Dana s'était rappelé qu'un inconnu s'était trouvé sur sa propriété, près de l'endroit où elle avait découvert les objets. Cela s'était produit 2 mois plus tôt. Tout avait commencé lorsque Shannon Lynch, qui gardait les enfants de Dana, avait quitté la propriété pour s'en retourner chez elle à bord de sa voiture. Un homme marchait au beau milieu du chemin. Sa voiture, une Pinto, était garée sur le côté. Il lui avait dit que sa voiture était embourbée et avait insisté pour qu'elle sorte et lui vienne en aide. Il lui avait également demandé ce qui se trouvait au bout du chemin. Shannon eut immédiatement l'intuition que quelque chose ne tournait pas rond. L'homme était très étrange. Elle poursuivit sa route sans l'aider. Elle voulait trouver un téléphone le plus vite possible. Shannon trouva finalement une cabine téléphonique 3 kilomètres plus loin, d'où elle appela Dana. Elle voulait mettre son amie en garde contre cet homme à l'allure étrange qui se trouvait sur sa propriété. Dana ne perdit pas une seconde. Elle saisit un bâton de baseball, monta à bord de sa voiture avec sa fillette et descendit la colline. La voiture dont Shannon lui avait parlé était bien là, mais il n'y avait aucune trace de l'homme. Elle poursuivit sa route jusqu'à la ville pour appeler la police. Quelques minutes après minuit, 2 agents de Sonoma County se rendirent sur les lieux. Dana leur expliqua qu'elle désirait simplement qu'il demande à l'intrus de quitter sa propriété. Les agents trouvèrent l'homme en question. Il était un peu agité, sentait l'alcool et transpirait abondamment. Il y avait des brindilles de feuilles dans ses cheveux, comme s'il s'était roulé sur le sol. Il déclara qu'il se promenait et qu'il ignorait qu'il était sur une propriété privée. Lorsqu'il avait tenté de rebrousser chemin, sa voiture s'était embourbée. Il s'était glissé dessous pour la désengager. De toute évidence, il mentait. Il n'y avait pas assez d'espace sous le véhicule pour qu'un homme puisse se glisser dessous. Lorsque les policiers demandèrent à l'intrus s'il avait consommé de l'alcool, ce dernier ouvrit une nouvelle canette de bière et commença à la boire. Les policiers lui donnèrent l'ordre de verser le reste sur le sol. L'homme devint agressif lorsqu'ils lui demandèrent de se laisser fouiller, mais il se calma sous la menace d'être conduit au poste. Les policiers le fouillèrent et poursuivirent leur interrogatoire, mais ils ne trouvèrent rien d'incriminant. L'homme était simplement étrange. Ils vérifièrent ensuite son permis de conduire. Il n'avait jamais été arrêté auparavant en état d'ébriété. Ils lui firent passer un test pour vérifier s'il avait trop bu, mais il le réussit. L'intrus avait été retenu depuis 45 minutes. Rien ne justifiait de le détenir plus longtemps. Il ne restait plus qu'à l'aider à sortir sa voiture de là et à lui donner son congé.
Cet incident s'était produit 2 mois plus tôt, la nuit même de la disparition de Polly Klaas. Un capuchon, des liens, des collants de jeune fille, tous ces éléments ne pouvaient pas être qu'une pure coïncidence. Sans perdre une seconde, les agents téléphonèrent à la police de Petaluma. En moins d'1 heure, le détective Mike Meese et l'agent Ed Fryer étaient sur les lieux. Je n'oublierai jamais cette scène. Il était tard, Mike Meese et moi-même étions en haut de la colline de Pityan Road, et il y avait de la brume. La pluie commençait à tomber. Nous nous sommes regardés et nous savions qu'il s'agissait là d'une scène du crime très importante. Elle nous permettrait de résoudre l'enquête. Une fois les indices recueillis, les détectives commencèrent à chercher des traces de Polly. Nous avons passé plusieurs jours à fouiller la colline avec l'aide de 300 volontaires. Je crois que nous avions entre 25 et 30 chiens. Nous avons effectué des fouilles intensives en espérant que Polly soit encore en vie. C'était ce qui nous motivait. Dès le début des recherches, il y eut comme un effet boule de neige. Les autorités obtinrent un rapport détaillé de l'incident qui s'était produit sur la propriété de Dana Jaffe. L'intrus s'appelait Richard Allen Davis. En fouillant son passé, ils découvrirent qu'il avait récemment été remis en liberté conditionnelle après avoir purgé 8 ans d'emprisonnement pour un enlèvement. Nous avons appris que Davis avait été arrêté en 1976 pour vol, enlèvement et agression avec intention de commettre un viol. En 1978, il avait été arrêté pour un autre enlèvement, en plus de quelques assauts à main armée. En 1984, il avait également été arrêté pour enlèvement, assaut à main armée, cette fois-ci avec une arme à feu, et vol à main armée. En lisant ces rapports, nous nous rendions compte que cet homme avait le profil idéal pour être impliqué dans un enlèvement comme celui de Polly. La photo prise lors de l'arrestation correspondait à la description des 2 jeunes filles. De plus, la mère de Davis vivait à Petaluma. Il était donc vraisemblable qu'il se soit trouvé dans cette ville. Les pièces commençaient à s'assembler une à une. Les éléments recueillis près de Pityan Road furent immédiatement envoyés à Chris Allen du laboratoire judiciaire à Washington. Un des éléments les plus intéressants était une bande de tissu. Allen put rapidement confirmer ce que les détectives soupçonnaient. Essentiellement, nous devions vérifier si les morceaux de tissu pouvaient correspondre l'un avec l'autre. La bande de tissu centrale est celle qui a été recueillie dans la chambre de Polly et qui a servi à ligoter ses 2 amis. Nous avons ensuite reçu la bande de tissu qui avait été recueillie sur Pityan Road. Ces bandes s'ajustaient parfaitement comme dans un puzzle. Polly Klaas s'était donc sans doute trouvée sur la propriété de Dana Jaffe après son enlèvement. Et les policiers avaient la preuve que Richard Allen Davis s'y était également trouvé. Il n'y avait pas encore assez de preuves pour procéder à son arrestation, mais les détectives espéraient obtenir assez d'indices lors de sa détention provisoire pour démontrer son implication. Tout le reste nous filait entre les doigts. Nous avons donc concentré notre attention sur Davis, sur ce qui s'était produit sur Pityan Road et sur ce que nous comptions faire par la suite. Les détectives découvrirent alors que Davis avait un mandat d'arrestation contre lui pour avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle. Ils décidèrent de l'emmener au poste. Malheureusement, il n'était pas chez lui au moment de leur arrivée. Un agent qui établissait un périmètre de sécurité dans le secteur arrêta alors une camionnette. Richard Allen Davis était au volant. Quand l'agent comprit à qui il avait affaire, il appela calmement les enquêteurs qui se trouvaient à la résidence de Davis.
Les autorités se rendirent sur les lieux. Le détective Meese s'approcha du véhicule pour demander à Davis d'en sortir. Il l'informa qu'il était en état d'arrestation pour avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle. Deux mois s'étaient écoulés depuis que Kate et Gillian avaient vu le ravisseur de Polly Klaas, mais elles n'eurent aucun mal à le reconnaître lors d'une séance d'identification. Il ne portait plus la barbe, mais son visage était gravé à jamais dans leur mémoire. Davis avait été arrêté relativement à sa liberté conditionnelle, mais il fut tout de même interrogé à propos de l'enlèvement. Il nia toute implication avec véhémence. C'est alors que les détectives lui firent comprendre que s'il voulait parler, ils étaient prêts à conclure un marché avec lui. De son côté, au laboratoire judiciaire du FBI, Mike Smith comparait l'empreinte de paume découverte dans la chambre de Polly avec celle de Davis qui avait été prise lors de son arrestation. C'était un indice crucial. Si on parvenait à prouver que les empreintes provenaient de la même personne, on aurait la preuve formelle que Davis était impliqué dans l'enlèvement. Après un examen minutieux, on communiqua les résultats à l'agent Fryer. J'ai reçu un appel du laboratoire du FBI. Ils avaient prouvé que l'empreinte de Davis était la même que celle recueillie dans la chambre de Polly. C'était du concret. Il s'était trouvé dans la chambre de la petite et nous en avions la preuve. Nous venions de le coincer. La nouvelle fut publiée dans les journaux. Davis était gardé à l'écart, en détention, et personne ne l'avait mis au courant. Puis un jour, un ami lui rendit visite. Il supplia Davis de parler aux autorités et de leur dire où Polly se trouvait, mais Davis continuait de nier sa responsabilité. Puis son ami lui apprit que la police avait trouvé son empreinte. Davis fut abasourdi. Il comprit alors qu'il ne pourrait jamais justifier la présence de cette empreinte dans la chambre de Polly. Il ne lui restait plus qu'une solution. Pendant qu'il se rendait sur Pityan Road où avaient lieu les recherches, le détective Meese reçut un message de la prison. Il était impatient d'apprendre la suite. Après quelques instants, Davis a pris le téléphone et j'ai reconnu sa voix. Il m'a dit qu'il avait fait une bêtise, une grosse bêtise. Le détective Meese et l'agent spécial Larry Taylor rencontrèrent Davis dans la salle d'interrogation où le suspect raconta en détail les événements du 1er octobre. Il vivait dans une maison de transition, mais il avait obtenu l'autorisation de coucher chez sa mère à Petaluma. Il avait cependant été incapable de trouver sa maison et avait bu quelques bières en marchant dans les rues du quartier de Polly. À un certain moment, un homme l'avait arrêté pour lui offrir de la marijuana. Il avait accepté. Selon ses propres termes, Davis était devenu complètement givré. Il était retourné au magasin pour s'acheter d'autres bières. Il s'était retrouvé aéré dans le voisinage sans but. Il ne savait trop ce qu'il faisait ni où il était. Toutefois, il s'était bien préparé. Il transportait avec lui un sac rempli de cordes et de rubans adhésifs. Les experts légistes ont pu démontrer par la suite qu'il avait découpé des bandes à l'aide de ciseaux, ce qui signifiait qu'il avait prémédité son geste. Puis Davis déclara qu'il avait choisi une maison au hasard et qu'il y était entré par une fenêtre. Il pouvait entendre la télévision fonctionner. Il était possible qu'il ait saisi un couteau dans la cuisine, puis plus rien. Il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était produit par la suite. Il avait repris conscience dans sa voiture et avait été surpris de constater qu'une jeune fille était assise à côté de lui.
Elle se plaignait que ses mains étaient engourdies. Davis desserra alors un peu ses liens et poursuivit sa route. Il se demandait ce qu'il avait bien pu faire et ce qu'il ferait ensuite. Puis il se gara le long d'un chemin et la voiture s'embourba. Lorsqu'il comprit qu'il était coincé, il dit à Polly d'en descendre et la transporta jusqu'à un fossé profond à environ 30 mètres de distance. Il avait prévu la laisser à cet endroit jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de désembourber sa voiture. Le reste de l'histoire de Davis correspondait aux déclarations des témoins. Au même moment, on commençait à parler de l'enlèvement de Polly sur la radio de la police. Mais les agents avaient changé la fréquence de leur radio et ne les auraient donc pas entendus même s'ils avaient été à bord de leur voiture de patrouille. Ils vérifièrent les plaques d'immatriculation de Davis et n'obtinrent qu'un rapport sommaire de ses antécédents. Son dossier criminel ne faisait pas partie de leur base de données. Ils ne purent pas le retenir plus longtemps. Davis raconta comment les agents avaient réussi à dégager son véhicule et à l'escorter jusqu'à la route principale. Selon lui, il avait attendu 15 ou 30 minutes, puis il était retourné pour trouver Polly. Puis il avait conduit au hasard et il avait compris qu'il devait se débarrasser d'elle. Les policiers découvraient enfin ce qui était arrivé. Polly était morte. Et Richard Allen Davis était l'auteur de cet homicide. Davis accepta de les conduire à l'endroit où il avait abandonné le corps, dans un endroit désert de Cloverdale. Il faisait nuit, mais les enquêteurs étaient résolus à vérifier les déclarations de Davis au plus vite. Il les conduisit dans un champ près d'une scierie abandonnée. Dans ce champ, sous des panneaux de bois, était caché le corps de la jeune fille. C'était un sentiment très étrange. Nous étions en présence d'un individu tel que Davis, et quelques mètres plus loin se trouvait ce qui restait d'une jolie enfant innocente de 12 ans. Le cas de Polly Klaas avait ceci de particulier que les gens étaient concernés. Toute la population s'était impliquée en se jurant que c'était le dernier enfant qu'on allait tuer. C'était comme si elle avait été la petite fille de chacun d'eux. Il fallait la retrouver coûte que coûte. Le procès n'eut lieu qu'en 1996. Mais après 10 semaines, le jury trouva Davis coupable de 10 chefs d'accusation, dont enlèvement, vol, meurtre et tentative de commettre une agression sexuelle sur un enfant. Davis déclara jusqu'à la fin qu'il n'avait jamais eu de telles intentions. Les enquêteurs croient quant à eux que Polly était déjà morte lorsque les agents ont aidé Davis à dégager sa voiture. Il fut condamné à mort et attend présentement son exécution à la prison de San Quentin. Polly Klaas a laissé un héritage qui permettra de sauver d'autres vies. Depuis cette affaire, les enquêtes entourant les enlèvements ont changé du tout au tout aux États-Unis. Les bases de données des divers services de police sont désormais reliées à diverses agences qui relaient à leur tour l'information. Les bulletins d'information sont maintenant envoyés sur toutes les fréquences radio de la police et lorsqu'ils arrêtent un automobiliste sur la route ou en pleine circulation, les policiers peuvent avoir accès, le cas échéant, à son dossier criminel. Des modifications législatives ont été apportées et le processus d'appel a été accéléré.
De plus, une fondation au nom de Polly vient en aide à la recherche d'enfants disparus. Le FBI a joué un rôle déterminant dans la résolution de cette enquête. Si les agents n'avaient pas été là et qu'ils ne s'étaient pas impliqués, nous ne l'aurions jamais résolu, ou du moins, cela n'aurait pas été aussi rapide, même si cela nous a paru trop long. Une telle collaboration entre la police régionale et le FBI était une première aux États-Unis. C'est maintenant devenu une pratique courante. Le réseau routier complexe des États-Unis offre un terrain de chasse idéal pour un prédateur sanguinaire. Il choisit ses victimes parmi les autostoppeurs errant sur les routes. Il les séquestre, puis il les torture et les viole. Quand ses besoins pervers ne sont pas encore assouvis, il tue ses victimes. Le 5 février 1990, sur une route de Houston, au Texas, Nicole Tuttle, 18 ans, tentait désespérément de faire arrêter un automobiliste. Quelqu'un s'arrêta finalement pour prêter secours à la jeune fille. Elle était blessée et en état de choc. Il la conduisit au téléphone le plus près pour appeler la police. Au poste de police de Houston, Nicole déclara aux agents qu'elle avait été kidnappée et violée, mais qu'elle avait réussi à s'échapper. Son supplice avait commencé en Californie une semaine plus tôt. Le 29 janvier, à un relais routier, elle avait demandé à un camionneur de l'emmener avec lui. Il s'appelait, disait-il, Dusty et se dirigeait vers l'est en passant par l'Arizona. Après quelques heures, elle s'endormit dans le compartiment arrière du camion. Il semblait n'attendre que cela. Il la rejoignit et la maîtrisa. Avant qu'elle ne soit complètement réveillée, il l'enchaîna aux parois du camion et la bâillonna avec le mors d'un cheval. Ensuite, il la fouetta et lui perça la peau avec des aiguilles et des hameçons avant de la violer et de la sodomiser. Nicole déclara à la police qu'elle avait été enchaînée dans la cabine pendant 6 jours. Mais le supplice ne s'était pas arrêté là. À l'appartement du camionneur à Houston, il lui permit de prendre un bain. Par la suite, il l'enchaîna au lit et la viola de nouveau. Impuissante, elle l'avait alors vu s'approcher d'elle avec un rasoir à la main. Il appuya la lame près de son cuir chevelu et commença à lui tailler les cheveux. 3 heures plus tard, il la força à monter dans le camion. Cette fois, il négligea de l'attacher. Il s'arrêta à une brasserie pour prendre un chargement et la laissa seule quelques instants. Nicole se dit que c'était peut-être son unique chance de lui échapper. Elle descendit du camion, une laisse attachée à son cou. Dans les environs de Houston, les policiers interceptèrent un camion remorque qui correspondait à la description donnée par Nicole. Mais en apercevant le visage du conducteur, elle déclara que ce n'était pas l'homme qui l'avait attaqué. On vérifia les antécédents de l'homme. Comme on n'y décela rien de significatif, on le relâcha. Nicole demanda aux agents de cesser les recherches. Elle était trop effrayée pour témoigner contre l'homme qui l'avait attaquée. Elle désirait simplement rentrer chez elle en Californie. Le 5 février, soit le jour même où Nicole s'était enfuie du camion, une autre jeune femme faisait de l'autostop. À environ 25 km de Pasadena au Texas, Regina K. Walters, 14 ans, était en fugue avec son nouvel ami. Depuis le divorce de ses parents, Regina habitait principalement chez son père à Houston. Elle était allée rendre visite à sa mère pendant quelques jours. C'est alors qu'elle avait décidé de s'enfuir en faisant de l'autostop.
Cette jeune fille qui tentait d'affirmer son indépendance capta l'attention d'un routier. Il s'arrêta pour la faire monter à bord de son camion. La mère de Regina, Caroline Walters, vivait seule. Elle était vendeuse dans un grand magasin. Quand elle rentra du travail, elle constata avec surprise que sa fille n'était pas à la maison. Regina n'avait laissé aucune note et tout indiquait qu'elle n'était pas rentrée. Elle vérifia le répondeur mais ne trouva aucun message. Caroline appela ensuite les amis de sa fille ainsi que son ex-mari à Houston. Personne ne savait où était Regina. Affolée, la mère signala sa disparition à la police de Pasadena. Un détective la rencontra. Elle donna la description de sa fille. Regina avait 14 ans, elle mesurait 1,50 m, pesait 43 kg et avait les cheveux bruns, longs et frisés. Le détective demanda à Caroline quelle démarche elle avait entreprise pour la retrouver. Elle avait affiché la photo de sa fille un peu partout, mais cela n'avait encore rien donné. 2 jours plus tôt, elle et sa fille s'étaient disputées. À 21h30 ce soir-là, Regina lui avait dit qu'elle s'en allait faire un tour chez un ami. Caroline s'y opposa, mais sa fille lui assura qu'elle serait de retour sous peu. À contre-cœur, Caroline accepta de la laisser sortir, croyant que Regina l'appellerait si jamais elle décidait de rentrer un peu plus tard. Bien que l'adolescente ait déjà fait des fugues dans le passé, elle était toujours rentrée d'elle-même après ses escapades. Mais cette fois-ci, Caroline avait le pressentiment que quelque chose de grave lui était arrivé. On confia le dossier à la détective Susan Jackson du service de police de Pasadena au Texas. Elle comprenait les inquiétudes de Caroline. Plusieurs jours s'étaient écoulés. Habituellement, quand Regina s'absentait, elle appelait sa mère pour la rassurer. Elle lui disait qu'elle rentrerait bientôt. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Caroline posa quelques affiches à l'épicerie près de chez elle. Elle gardait espoir que sa fille se portait bien et que rien de mal ne lui était arrivé. Peut-être était-elle simplement chez un ami après tout. Sur l'affiche qu'elle avait placardée un peu partout, Caroline offrait une récompense à quiconque fournirait des informations à son sujet. Cinq jours plus tard, elle reçut un appel téléphonique. La personne au bout du fil déclara avoir vu Regina parler à 2 jeunes hommes le soir où elle avait quitté la maison. Ces 2 jeunes hommes s'appelaient Billy et Ricky. L'informatrice lui apprit que Billy avait une petite amie au prénom très particulier, Urana. Caroline appela immédiatement la police. Le lendemain, elle reçut un autre appel. Son interlocuteur lui donna l'adresse d'un appartement où il avait vu Regina 2 jours plus tôt. Les policiers se rendirent sur les lieux mais n'obtinrent pas de réponse. Le gérant de l'immeuble déclara que l'appartement était loué par un certain Billy Wayne Gibbs. Le lendemain matin, Susan Jackson eut un entretien avec ses collègues au sujet de ce dossier. Elle mentionna qu'elle était à la recherche de Gibbs relativement à la disparition de Regina. Elle était aussi à la recherche de 2 autres personnes, une jeune femme du nom de Urana et un certain Ricky. Elle ne savait malheureusement pas leur nom de famille. À sa surprise, certains de ses collègues lui apprirent qu'ils les connaissaient. Billy Wayne Gibbs avait une petite amie du nom de Urana Sweet et l'un de ses amis s'appelait Ricky Lee Jones. Ces 3 individus étaient recherchés pour un vol d'auto. On dépêcha des policiers à l'appartement de Gibbs pour attendre son tour. D'autres agents surveillaient les routes du secteur. Après quelques heures, ils arrêtèrent Gibbs, 17 ans, et sa petite amie Urana près de l'appartement de ce dernier. Ils furent menottés et conduits au poste pour subir un interrogatoire.
Le troisième suspect, Recueillent Jones, était toujours au large. L'agent qui procéda à l'arrestation demanda à Gibbs s'il avait vu Regina ou Recueillent Jones. Gibbs déclara qu'il leur avait parlé 4 jours plus tôt, mais qu'il ne les avait pas revus depuis. Il dit aussi à la police que Regina et Ricky étaient tombés amoureux l'un de l'autre et qu'ils envisageaient d'aller au Mexique, où vivaient des parents de Ricky. Ce dernier avait peut-être un autre motif pour quitter la ville. S'il était arrêté avec Regina, on pourrait l'accuser d'avoir entraîné une mineure à la délinquance. Regina avait 14 ans et ils étaient manifestement amoureux l'un de l'autre. Quand ils ont vu les affiches sur lesquelles la mère de Regina offrait une récompense pour la retrouver, ils ont sans doute cru qu'il était préférable de quitter la région. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de se rendre au Mexique en autostop. Recueillent Jones était en liberté conditionnelle suite à une affaire de vol. Le fait qu'il ait quitté le territoire sous la juridiction des autorités constituait une violation des conditions de sa mise en liberté. La détective fit émettre un mandat d'arrestation. Elle introduisait aussi la description de Regina dans la base de données du NCIC, le Centre national d'information criminelle. On y retrouve les noms des victimes et des criminels de tout le pays. Si l'un des services de police des États-Unis retrouvait la trace de Regina, la police de Pasadena en serait avisée. Autrement, il serait difficile de retracer le couple d'amoureux qui n'avait ni adresse ni véhicule. À quelques 25 km de là, les policiers de Houston interrogèrent Jerry Walters, le père divorcé de Regina. Dans la soirée du 17 mars, il avait reçu un appel troublant sur sa ligne téléphonique confidentielle. La conversation avait été brève et Walters ne connaissait pas la voix de son interlocuteur. L'homme lui avait demandé s'il était le père de Regina. Walters répondit par l'affirmative. L'homme lui dit alors qu'il savait où se trouvait sa fille. Elle était dans une grange. Il ajouta qu'il l'avait changée et lui avait coupé les cheveux. Le père de Regina le pria alors de lui dire si elle était toujours en vie, mais l'homme raccrocha avant de répondre à sa question. Le détective Jackson demanda à la compagnie de téléphone de retracer l'appel. On l'avisa que ça prendrait quelques jours. Il n'y avait pas d'autre choix que d'attendre. Aucune autre piste ne permettait de retracer la jeune fille et son petit ami. En mars 1990, Susan Jackson de la police de Pasadena au Texas poursuivait ses recherches pour retrouver Regina K. Walters, 14 ans. La jeune fille n'avait pas été revue depuis le début de février, alors qu'elle quittait l'appartement d'un copain en compagnie de son petit ami, Recueillent Jones, 18 ans. Le seul indice dont disposait la détective était un appel téléphonique anonyme fait au père de Regina le 17 mars. Cet appel n'avait pas encore été retracé. Ce même soir, à Pasadena, la mère de la jeune fille reçut elle aussi un appel. Elle enregistra la conversation comme la police le lui avait conseillé. Un inconnu lui fixa un rendez-vous à l'épicerie à 6h30 le lendemain matin. Il avait quelque chose à lui dire au sujet de Regina et il voulait le faire en personne. Il raccrocha sans donner son nom ni sa description. Caroline communiqua avec Jackson. Cette dernière l'avisa qu'elle courait un danger si elle se rendait seule à ce rendez-vous. Comme Caroline insistait, Susan Jackson décida d'affecter des policiers à sa protection. Les agents de police surveillaient Caroline à distance pendant qu'elle attendait l'inconnu à l'épicerie. Elle ne pouvait d'aucune façon identifier l'homme. Il faudrait qu'il se présente à elle. Elle examinait tous ceux qui entraient et sortaient, ainsi que les individus qui utilisaient le téléphone public. Caroline attendit plus de 2 heures. Mais son interlocuteur ne se montra pas. 2 jours plus tard, au service de police de Pasadena, on reçut les renseignements demandés au sujet des appels téléphoniques effectués aux parents de Regina.
Les policiers apprirent que celui fait à Jerry Walters à Houston provenait d'une station-service à Années au Texas, à 320 km de l'endroit où elle avait été vue la dernière fois. Quant à l'appel à la résidence de sa mère à Pasadena, il provenait d'une cabine publique à seulement quelques rues de chez elle. À ce moment-là, nous sommes devenus très inquiets au sujet de Regina. Les 2 appels téléphoniques ainsi que les renseignements que nous avions reçus laissaient croire qu'un crime s'était vraisemblablement produit. Les recherches se poursuivirent au Texas jusqu'à l'automne 1990. À Bend, en Illinois, un agriculteur s'apprêtait à brûler sa vieille grange abandonnée. Il n'y était pas entré depuis quelques années. Il monta au grenier à foin pour y faire une dernière vérification. Il n'y trouva que des objets dont il s'était débarrassé depuis longtemps. Rien ne lui semblait anormal ou déplacé. Puis quelque chose attira son attention. Il regarda de plus près le foin répandu et aperçut ce qui semblait être un squelette humain. Il appela immédiatement la police. L'agent Mike Shelley de la police d'État de l'Illinois se rendit sur place. J'avais reçu un appel du bureau du shérif de Bond County. Ils m'ont informé qu'ils avaient trouvé un corps dans un secteur rural près de l'autoroute 70. Une autoroute importante qui traverse Bond County de part en part. Des experts effectuèrent une fouille minutieuse de la grange. Ils ne trouvèrent aucun vêtement. Il n'y avait aucune pièce d'identité non plus. Ils recueillirent toutefois un bout de fil blanc qui semblait être là depuis peu. Les policiers photographièrent la scène sous divers angles. Ils trouvèrent ensuite du fil de fer utilisé pour attacher des balles de foin. Il était identique à un bout de fil enroulé autour du cou de la victime. Il y avait encore quelques cheveux sur le crâne. Il était petit, ce qui laissait croire que la victime était sans doute un enfant. Il n'y avait pas eu de meurtre dans la région de Greenville depuis 10 ans. Le mystère entourant ce crime était particulièrement troublant. On ne pouvait aucunement savoir si la victime provenait de la région ou si elle avait été abandonnée là par quelqu'un qui avait emprunté l'autoroute 70. À première vue, on ne pouvait déterminer l'âge ou le sexe de la victime. Un anthropologue légiste procéda à l'examen des restes humains. Les informations qu'il en obtint furent très utiles à l'agent Mike Shelley de la police d'État. Mark a pu déterminer qu'il s'agissait d'une jeune fille de 14 à 16 ans et que son poids approximatif était de 40 à 50 kilos. On pouvait voir qu'on lui avait coupé les cheveux. Ceux-ci avaient recommencé à pousser, mais l'expert a affirmé que c'était récent. On attribua le décès à une strangulation. L'assassin avait pratiquement coupé la tête de la victime en lui enroulant du fil de fer autour du cou 16 fois. D'après l'état des articulations et des vertèbres, le meurtre remontait à 1 an. Un chimiste analysa le bout de fil blanc trouvé près du corps. Peut-être donnerait-il une indication sur les vêtements que la jeune fille ou son meurtrier portait. La fibre était principalement composée de coton et provenait sans doute d'une serviette et non d'un vêtement. L'agent Mike Shelley de la police d'État introduisit la description de la victime dans la base de données du NCIC. Cette jeune fille de race blanche, âgée entre 14 et 16 ans, avait vraisemblablement été tuée en septembre 1989. Quand nous avons constaté que 950 fiches correspondaient à son groupe d'âge, à son poids, ainsi qu'à la période de son décès, nous avons compris que le processus d'identification ne serait pas facile. Shelley réduisit son champ de recherche en limitant le moment du décès de la victime au printemps 1990. Il obtint alors une centaine de fiches. Il relaya ces informations aux services de police qui travaillaient sur ce type de cas. Susan Jackson, qui enquêtait sur la disparition de Regina Walters à Pasadena, au Texas, reçut ce message le 16 octobre. Comme la description correspondait à celle de Regina, elle téléphona au shérif de Bond County. La standardiste lui répondit qu'ils avaient reçu tellement d'appels à ce sujet que le shérif la rappellerait plus tard.
Mais avant de raccrocher, Susan Jackson se rappela le mystérieux appel que le père de Regina avait reçu. L'homme au bout du fil lui avait dit que la jeune fille se trouvait dans une grange. Quand je lui ai demandé si le corps avait été trouvé dans une grange, la téléphoniste a immédiatement transféré mon appel au shérif. Tout de suite, nous avons eu l'intuition qu'il s'agissait bien de Regina et nous avons échangé nos renseignements par téléscripteur. Jackson posa alors une autre question au shérif en se basant sur l'appel du 17 mars au père de Regina. La jeune fille trouvée dans la grange avait-elle eu les cheveux rasés? On lui répondit par l'affirmative. De plus, la description de la jeune fille correspondait en tout point à celle de Regina. Nous avons envoyé une copie des radiographies dentaires au bureau du shérif où elles ont été comparées avec les dents de la victime. On nous a confirmé qu'il s'agissait de Regina. Mais une question restait sans réponse. Où donc se trouvait Ricky Lee Jones, le petit ami de la victime? Les enquêteurs demandèrent l'aide du FBI. L'agent spécial Mark Young, expert en sciences comportementales du bureau de Houston, fut assigné à cette enquête. Je me suis rendu sur place et j'ai tenté de rencontrer toutes les personnes qui avaient pu être en contact avec Ricky ou Regina. Je me disais qu'elle mentionnerait peut-être un détail qui nous permettrait de retracer Ricky. À l'école secondaire qu'il fréquentait, les détectives de Pasadena poursuivaient eux aussi leurs recherches pour retrouver Ricky Lee Jones. Une conseillère pédagogique les informa que Jones ne s'était pas inscrit à l'école l'année précédente. Elle possédait peu de renseignements sur lui, mais elle put toutefois leur donner sa dernière adresse connue. C'était chez ses parents. Les détectives y rencontrèrent sa sœur Tammy. Personne dans la famille n'avait vu Ricky depuis plus d'1 an. Ses parents désapprouvaient ses mauvaises fréquentations. Ils étaient convaincus qu'il finirait ses jours en prison. Les enquêteurs lui demandèrent alors s'ils avaient de la parenté au Mexique. Tammy leur affirma que c'était le cas. Des membres de la famille de sa mère vivaient à Matamoros, juste au sud de la frontière du Texas. Jackson lui montra une photo de Regina, mais Tammy ne la reconnut pas. Ricky était déjà recherché par la police parce qu'il n'avait pas respecté les conditions de sa libération sur parole. Nous pensions qu'il craignait de rentrer à la maison parce qu'il savait quelque chose au sujet de la disparition et de la mort de Regina. En analysant attentivement le dossier, l'agent spécial Mark Young dressa le profil de l'assassin. Il en déduisit que Ricky Lee Jones n'avait sans doute pas commis le crime. Si Ricky Lee Jones avait tué Regina, il l'aurait fait dans un accès de colère, et cela se serait reflété sur la scène du crime. Cette scène avait au contraire été mise au point très minutieusement. Son auteur avait un plan. Nous avions l'impression que c'était une personne plus âgée, un homme de race blanche, un voyageur, comme un camionneur ou un représentant de commerce. Quelqu'un qui avait un motif pour se trouver dans cette région. Le fait que la grange se trouvait à proximité de l'autoroute soutenait l'hypothèse de l'agent Young. La scène du crime lui donna encore des informations sur le meurtrier. C'était un sadique. Il avait déchiré les vêtements de Regina, l'avait étranglée lentement jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Et chose étonnante, il lui avait rasé les cheveux. Celui qui avait commis ce crime en avait fait plus que nécessaire. C'était sans doute un agresseur sexuel ou un sadique, quelqu'un qui avait déjà commis d'autres délits par le passé. Les enquêteurs apprirent alors qu'un autre crime avait été commis dans la ville de Marshall, au Texas, à 320 km au nord de Houston. Les restes partiels du squelette d'un jeune homme venaient d'être découverts sur la berge d'un petit cours d'eau. Le côté gauche de son crâne avait été perforé par une arme de petit calibre. Bien qu'il n'y eût que peu d'indices pour l'identifier, l'âge de la victime et l'endroit où il avait été découvert laissaient présumer qu'il s'agissait peut-être de Ricky Lee Jones. Il n'y avait plus de pistes. Nous avons donc mis un terme à nos démarches. Nous ne pouvions rien faire de plus.
Pour les enquêteurs, il semblait bien que l'homme qui avait tué Regina Kay Walters et son petit ami s'en était tiré. Les recherches entourant un tueur sadique étaient temporairement interrompues à Pasadena, au Texas. À quelques 1600 km de là, en Arizona, les autorités étaient confrontées à un autre problème. Un patrouilleur de la route de l'Arizona allait terminer son quart de travail lorsqu'il aperçut un camion stationné sur l'accotement d'une bretelle d'accès. Le véhicule devait être déplacé car il présentait un risque pour les automobilistes. Il constata que les phares étaient allumés et que le moteur tournait encore. En s'approchant de la portière de gauche, l'agent Michael Miller vit un homme sortir soudainement de la cabine et étendre ses bras le long du camion. Je lui ai demandé « Que se passe-t-il » Il m'a répondu « Rien, monsieur l'agent. Tout va bien. J'ai un pistolet dans ma poche arrière. » Il a alors eu un mouvement vers sa poche arrière avant de poser ses mains de nouveau sur le camion. C'était plutôt inhabituel. J'entendais une femme crier à l'intérieur du camion. Miller lui passa les menottes et le fit asseoir sur le siège arrière de sa voiture en vue de le questionner. Il m'a assuré que tout allait bien. La femme qui se trouvait avec lui était consentante. J'ignorais si elle criait simplement parce que je l'avais effrayée ou surprise, et j'étais résolu à faire la lumière sur cette affaire. Une fois Rhodes assis, les mains menottées dans le dos, Miller l'attacha avec la ceinture de sécurité. Il retourna au camion pour vérifier l'état de la femme. On lui avait menotté les poignets et les chevilles aux parois du camion. Le patrouilleur lui assura qu'elle ne courait plus aucun danger. Je lui ai dit qu'elle allait devoir rester là jusqu'à ce que je puisse obtenir de l'aide. De toute évidence, il s'agissait là d'une scène de crime et des experts devaient venir l'analyser. Je lui ai dit de rester calme. Je suis ensuite descendu du camion pour retourner à ma voiture. Miller revint juste à temps. Malgré les menottes, Rhodes avait réussi à ramener ses mains devant lui et à détacher sa ceinture de sécurité. Il s'apprêtait à ouvrir la portière. L'agent lui passa les menottes à nouveau. On procède rarement à des vérifications de routine sur cette route. On ne sait donc jamais à qui l'on a affaire. J'ai froid dans le dos en pensant que cet homme cruel aurait pu nous tuer, moi et la jeune fille, et continuer à circuler en toute impunité. Le service de police de Casa Grande dépêcha des agents sur les lieux. Ils libérèrent la femme de ses entraves et la conduisirent de même que Rhodes au poste de police pour un interrogatoire. Dans le camion, les experts découvrirent tout un arsenal d'instruments de torture. Des chaînes que l'on pouvait attacher à des anneaux soudés à l'arrière du compartiment, des hameçons, des serviettes maculées de sang, un mort à cheval et une valise remplie d'objets de torture. Cette valise contenait aussi une caméra ainsi qu'une poignée de cheveux qui n'étaient pas ceux de la victime. L'inspecteur Rick Barnhart de la police de Casa Grande menait cette enquête. Dans son camion, Robert Rhodes possédait une sorte de trousse de viol. Il disposait de tout un attirail, notamment de longs bâtons munis d'agrafes qu'il utilisait pour tirer et écarteler ses victimes. Il possédait aussi des fouets. Cela m'a convaincu que Rhodes était un prédateur. La femme enchaînée dans le camion de Rhodes s'appelait Kathleen Vine. Elle avait 27 ans. Elle déclara aux enquêteurs que Rhodes l'avait fait monter à bord de son camion environ 1 heure plus tôt au relais routier de Rip Griffin, au nord de Phoenix. Elle s'était endormie dans le compartiment à l'arrière. C'est là que le camionneur l'avait assaillie pour ensuite l'enchaîner aux parois du camion. Il lui avait alors dit qu'il s'appelait Whips and Chains, chaînes et fouets, et qu'il s'adonnait à ce genre d'activité depuis 15 ans. La police photographia ses blessures. Elle avait des marques de brûlure au poignet à cause des menottes, et elle était couverte de contusions. Elle avait tenté de résister à son assaillant, mais ses mains étaient enchaînées. Tout ce qu'elle pouvait faire pour se défendre était de le mordre. Elle l'avait blessé à l'épaule gauche, assez pour l'empêcher de la violer. Kathleen accepta de déposer des accusations d'agression et d'enlèvement,
Mais l'inspecteur Barnhart voyait bien qu'il aurait de la difficulté à la faire témoigner contre Rhodes. Mon entretien avec Kathleen a été plutôt bizarre. Elle parlait de cet événement, de cette terrible agression qu'elle avait subie. Puis de temps à autre, elle me parlait du voyage qu'elle avait entrepris à travers le pays pour rencontrer le président. Elle voulait lui remettre un microprocesseur. Elle m'a aussi parlé d'une prison secrète d'où personne ne pouvait s'échapper. Plus elle parlait, plus j'étais découragé, parce que j'avais besoin du témoignage articulé de Kathleen sur cette horrible mésaventure. L'enquêteur demanda à Robert Ben Rhodes de donner sa version des faits. Rhodes déclara que Kathleen était folle alliée. Il ajouta que c'était une de ces femmes qui troquent des faveurs sexuelles pour voyager à bord des camions. C'était elle qui l'avait sollicité. Elle aimait avoir des relations sexuelles brutales, même si de fait, il n'avait pas eu de relations sexuelles formelles. Il refusa de parler de ce qui s'était passé dans le compartiment. Il resta évasif, sans jamais laisser entendre qu'il y ait eu là quelque crime que ce soit. Les policiers photographièrent la blessure de Rhodes à son épaule. Elle ressemblait à une morsure, comme Kathleen l'avait indiqué. Rhodes déclara qu'il se l'était faite en chargeant son camion. L'inspecteur Barnhart était plus enclin à croire la version de Kathleen. Elle m'a dit qu'elle avait tenté de le mordre à la gorge. Mais comme il avait bougé, elle l'avait plutôt mordu sur le dessus de l'épaule gauche. La photo corroborait sa version. Les procureurs firent arrêter Rhodes et l'accusèrent d'assaut, de viol et de séquestration. Malheureusement, le seul témoin de la poursuite, Kathleen Vine, était une psychotique paranoïaque. Pour garder le suspect derrière les barreaux, on devait trouver d'autres témoins. Barnhart était hanté par les déclarations de Kathleen. Rhodes lui avait confié qu'il séquestrait des femmes depuis 15 ans. Il introduisit son nom dans le NCIC au cas où d'autres services de police auraient signalé des crimes similaires. Pendant que l'enquêteur poursuivait ses recherches, de nombreux journaux du Sud-Ouest firent état de l'affaire. Un agent de police de Houston lut un article à ce sujet. Le suspect, détenu en Arizona, correspondait à la description d'un individu intercepté dans les environs de Houston plus tôt cette année-là. Le policier soupçonnait Rhodes d'avoir séquestré une femme dans son camion pour la violer et la torturer pendant 6 jours, jusqu'à ce qu'elle réussisse à s'enfuir. On n'avait alors pas pu porter d'accusation parce que la victime était incapable d'identifier son assaillant. Le sergent Beaumar du service de police de Houston en parla au détective Barnhart. Le sergent Beaumar m'a appelé pour me raconter le cas d'une jeune femme qui avait réussi à s'enfuir. J'étais persuadé que Robert Rhodes était un violeur récidiviste. J'estimais aussi qu'il pouvait être un meurtrier. Comme Rhodes avait traversé plusieurs États depuis son dernier crime, le détective Barnhart demanda l'aide du FBI. Il espérait qu'avec le soutien de cette agence fédérale, il pourrait recueillir assez de preuves afin de le faire inculper pour ses multiples agressions sexuelles. Pour l'agent spécial Bob Lee du bureau de Houston, l'enquête devait commencer par la visite de l'appartement de Rhodes à Houston. Il interrogea la propriétaire de l'immeuble. Elle était entrée dans l'appartement après l'arrestation du suspect et avait été horrifiée d'y trouver des instruments de torture tachés de sang. Sur la foi de cette déclaration, l'agent Lee obtint un mandat de perquisition. Les violeurs en série conservent souvent des trophées de leurs victimes, un vêtement, un bijou ou quelque autre objet. Dans son appartement, nous avons trouvé tout un assortiment d'articles pour attacher des personnes et les séquestrer, notamment des chaînes et des menottes. Il y avait aussi une barre fixée au mur à laquelle il pouvait attacher une personne. Nous avons également découvert beaucoup de bijoux de femmes. Les agents de police recueillirent des serviettes blanches tachées de sang, des vêtements féminins et de nombreuses photographies sur lesquelles on pouvait voir un certain nombre de femmes aux cheveux rasés, nues ou partiellement nues, ligotées et couvertes de contusions. On pouvait présumer que Rhodes avait pris ces photos pour se remémorer ses crimes et revivre l'excitation que lui procurait la terreur de ses victimes.
Les policiers avaient de bonnes raisons de croire que Rhodes était un violeur récidiviste, mais ils ne pouvaient identifier ses victimes d'après les photographies. Sans témoin, les chances de le faire condamner étaient faibles. Le témoignage de Kathleen Vine était sujet à caution. Ce serait sa parole contre celle du suspect. Mais le fait qu'elle souffrait de troubles mentaux aurait certainement un impact négatif sur la décision du jury. En décembre 1990, les procureurs de l'Arizona décidèrent de conclure un marché avec Rhodes, une peine de 6 ans, incluant l'incarcération et la liberté conditionnelle, s'il plaidait coupable aux accusations déposées par Kathleen Vine. Son avocat accepta. Cela signifiait que Rhodes pourrait obtenir une libération conditionnelle après environ 1 an et se remettre à la recherche de nouvelles victimes. En octobre 1991, 1 an après que Regina K. Walters, 14 ans, ait été trouvée assassinée en Illinois, l'enquête n'était toujours pas résolue. L'agent spécial Mark Young, psychologue du FBI, croyait qu'il était possible que le meurtrier soit un camionneur ou un représentant de commerce et qu'il ait des antécédents criminels à caractère sexuel. Un jour, Bob Lee, un agent du FBI qui faisait partie de l'escouade des crimes violents, m'a entendu parler à un autre policier au téléphone et il m'a dit « L'un des dossiers sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques mois impliquait un camionneur qui avait kidnappé une jeune fille et taillé ses cheveux. » Le nom de la victime était Nicole Tuttle. Comme Regina K. Walters, elle avait été violée à répétition. De plus, elle s'était enfuie le jour même où Regina K. Walters et Ricky Lee Jones avaient été vus en vie pour la dernière fois, soit le lundi 5 février 1990. À cette même date, des policiers de Houston avaient intercepté Robert Ben Rhodes, un camionneur dont la description correspondait à celle que Nicole avait donnée de son assaillant. Malheureusement, elle n'était pas parvenue à l'identifier. L'agent spécial Lee, du bureau du FBI à Houston, se rappelait toutefois que Nicole avait modifié sa version par la suite à l'hôpital où elle était soignée pour ses blessures. Plus tard dans la soirée, elle a dit aux enquêteurs que Robert Ben Rhodes était bel et bien l'individu qui l'avait kidnappé. Lorsqu'on lui a demandé si elle voulait porter des accusations, elle a dit à l'agent de police qu'elle souhaitait simplement rentrer chez elle. Bob Lee ajouta que Nicole n'était pas l'unique victime du camionneur. Rhodes était incarcéré dans une prison de l'Arizona pour l'agression de Kathleen Vine. Il serait éligible à une libération conditionnelle dans 3 mois. L'agent Lee lui décrivit ensuite ce qu'ils avaient trouvé chez Rhodes lors de la perquisition. Ils ont trouvé des photos. Sur l'une d'elles, on pouvait voir une autre jeune femme aux cheveux taillés. Cette photo semblait avoir été prise dans une grange. La victime y portait des vêtements féminins. Elle était vêtue d'une robe noire et semblait fuir la caméra de Rhodes dans une grange. En voyant ces photos, j'étais certain qu'il s'agissait de Regina Walters. Pour m'en assurer, j'ai rencontré sa famille et j'ai obtenu de nombreuses photographies d'elle. Certaines des caractéristiques et marques de son visage concordaient parfaitement avec les photos de Rhodes. Les agents du FBI commencèrent à constituer le dossier pour faire inculper Rhodes d'enlèvement et de meurtre. Ils examinèrent un à un les effets saisis dans son appartement. Ils découvrirent d'autres photographies de Regina et des vêtements féminins, dont une robe noire. Un examen en laboratoire confirma que c'était la robe que Regina portait sur les photos. On en informa l'agent Mike Shelley de la police d'État de l'Illinois. Ce dernier envoya les indices recueillis dans la grange de Greenville au laboratoire du FBI à Houston. La fibre de coton découverte sur la scène du crime était identique à celle des serviettes tachées de sang trouvées chez Rhodes. On ne pouvait rien en conclure cependant, puisqu'on retrouve ce genre de serviettes un peu partout. L'enquêteur Susan Jackson de Pasadena rencontra les agents Shelley, Young et Lee à leur bureau de Houston. Le but de cette rencontre était de réunir toutes les preuves nécessaires pour faire inculper Rhodes, non seulement du meurtre de Regina, mais aussi des crimes commis à l'endroit de ses autres victimes. Rhodes devait être remis en liberté sous peu. L'agent Mike Shelley de la police d'État de l'Illinois savait qu'il fallait faire vite. Il était éligible à la libération conditionnelle et serait autorisé à travailler hors des murs de la prison. C'était presque une libération complète.
Nous voulions le faire inculper pendant qu'il était encore derrière les barreaux. Les agents interrogèrent Mike Eggleton, l'ancien employeur de Rhodes à Houston. Ce dernier ne fut pas étonné de voir des représentants de la loi arriver, car le service de police local l'avait déjà rencontré dans le passé. Quelques années plus tôt, Rhodes avait été soupçonné de l'agression sexuelle d'une femme dans le compartiment arrière de son camion. Aucune accusation formelle n'avait cependant été déposée. Le camion qu'il conduisait alors avait été vendu depuis. Eggleton leur fournit toutefois le numéro d'identification du véhicule, les carnets de route du suspect et ses reçus d'achat d'essence. Pendant que les agents suivaient cette piste, le reste de l'équipe s'affairait à reconstituer ses moindres déplacements. Des reçus d'achat de carburant d'une station d'essence à Années au Texas étaient datés du 17 mars 1990. C'était à cette date précise et de cet endroit que provenait l'appel fait à Jerry Walters, le père de Regina. Plusieurs des appels faits à Caroline, la mère de la victime, coïncidaient aussi avec la période où Rhodes se trouvait à Houston. Mais une question demeurait encore sans réponse. Le tueur avait pu obtenir le numéro de Caroline grâce aux affiches qu'elle avait placardées un peu partout. Mais comment s'était-il procuré le numéro confidentiel de Jerry Walters? L'agent Young trouva la réponse parmi les éléments de preuve conservés en Arizona. Nous avons mis la main sur le carnet téléphonique de Regina. Sur la page couverture, on trouvait principalement des renseignements personnels. L'adresse et le numéro de téléphone de sa mère, ainsi que ceux de son père. En parcourant le carnet, Young fut troublé par un message qu'il croyait avoir été écrit par Rhodes lui-même. Au-dessus de la phrase « Ricky est un homme mort », on avait dessiné un couteau et un pistolet. Les lettres semblaient dégoulinées de sang. Seul un test d'ADN pourrait confirmer l'identité du jeune homme dont les restes avaient été trouvés dans le sud-est du Texas. Malheureusement, les enquêteurs ne disposaient pas de l'ADN de Jones pour effectuer une comparaison. Comme Rhodes avait prétendu avoir enlevé et torturé des victimes depuis 15 ans, les policiers introduisirent les renseignements colligés dans la base de données du FBI qui contient des informations sur des milliers de crimes résolus et non résolus aux États-Unis. Malgré le manque de renseignements et les blancs dans la reconstitution des déplacements de Rhodes, Susan Jackson obtint une cinquantaine de dossiers d'enquête non résolus d'homicides et de personnes disparues. Elle ne fut pas surprise. Avoir tous ces déplacements de Houston à Los Angeles sur une période de 4 ou 5 jours, on peut imaginer le nombre de personnes qu'il rencontrait et la quantité d'endroits isolés où il pouvait agresser ses victimes et se débarrasser de leur corps. Une semaine plus tard, les policiers retracèrent le camion de Rhodes à Houston. 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'il l'avait utilisé. Bien que la cabine ait été nettoyée à la vapeur, repeinte et utilisée par d'autres conducteurs, des traces de ces crimes s'y trouvaient encore. Les enquêteurs trouvèrent un cheveu qui correspondait à ceux de Regina. Miraculeusement, ils découvrirent également son empreinte digitale sur le capitonnage dans le compartiment arrière. Cela prouvait formellement qu'elle s'était trouvée à bord. Malheureusement, cela n'indiquait pas à quel moment, ni si elle s'y était trouvée contre son gré. En janvier 1992, les agents du FBI durent se rendre à l'évidence. Les éléments dont ils disposaient ne leur permettaient pas de prouver que le suspect avait sévi dans plus d'un État. Ils abandonnèrent l'enquête en vertu de la loi fédérale. Comme la demande de libération conditionnelle de Rhodes devait être examinée une semaine plus tard, les agents convainquirent le procureur de Bond County de déposer une accusation pour homicide volontaire. Les preuves étaient indirectes, mais cela retarderait sa remise en liberté. Je craignais de perdre sa trace. En raison de la surpopulation des prisons, j'étais persuadé qu'il serait libéré. Le 6 février, les enquêteurs se rendirent à la prison d'État de l'Arizona à Florence pour exécuter le mandat d'arrêt contre Rhodes. Leur but était de l'affronter avec les photographies de Regina dans l'espoir d'obtenir des aveux de sa part. Une déclaration compromettante de Rhodes ne pouvait que donner du poids à la cause. Le suspect demeura indifférent. Il affichait même un air suffisant. Nous avons passé environ 1 heure avec Rhodes, mais il n'était pas disposé à parler. Il a nié toute implication dans cette affaire. Il est resté très ferme.
Cela signifiait que nous allions devoir prouver sa culpabilité. Les policiers se doutaient bien que Rhodes avait senti qu'ils avaient peu de preuves contre lui et qu'ils tentaient de le piéger. Presque 2 ans après la mort de Regina K. Walters et l'enlèvement ainsi que l'agression sexuelle d'au moins 2 autres femmes, Robert Ben Rhodes fut extradé de l'Arizona pour subir son procès dans l'Illinois. Son avocat fit reporter le procès de 6 mois. Le 11 septembre, le routier arrogant perdait enfin son sang-froid. Devant la cour de Bond County en Illinois, son avocat plaide à son innocence à l'accusation de meurtre qualifié dont il faisait l'objet. S'il était jugé coupable, il était passible de la peine capitale. Il accepta le marché qu'on lui proposait, soit de plaider coupable de meurtre au premier degré, ce qui entraînait une peine d'emprisonnement à vie. Rhodes a finalement été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Même s'il purge sa peine dans un pénitencier à sécurité maximale à Chester en Illinois, les enquêteurs n'ont pas encore classé le dossier. Ils continuent de recueillir des indices, car ils sont déterminés à prouver que Regina K. Walters n'a pas été la seule victime de Rhodes. Nous avons aussi la photo d'une femme qui est déjà montée à bord de son camion. Elle n'a pas encore été identifiée. Nous craignons qu'elle ne soit une autre de ses victimes. Quiconque pénètre dans l'antre d'un tueur en série risque de devenir sa proie. Les enquêteurs travaillent toujours à l'identification des femmes photographiées par Rhodes. Ils espèrent ainsi apporter un certain réconfort aux familles éplorées de ses victimes.